Ça marche, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve grâce à Midrashet Touda Manitou avec Ariel Assaf, guide. Et tu nous proposes toujours des sujets, je sais pas, je sais pas d'où tu trouves ces sujets passionnants. Ben Gurion savait-il que son garde du corps était l'homme recherché par toute la police d'Israël? Yoshua Cohen, un héros oublié. Ouais. Bechavod. Bonsoir tout le monde. Donc, on va faire connaissance avec Yoshua Cohen. Effectivement, moi, je suis arrivé. Bon, d'abord, le personnage est connu pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire du sionisme dans l'histoire d'Israël. C'est un membre imminent du Lehi. On va tout de suite en parler. Mais en fait, l'idée de la conférence m'est venue il y a 3 ans, quand j'étais chez un ami qui a reçu un livre qui s'appelle Arnako chez Yoshua Cohen, dans le portefeuille de Yoshua Cohen. Alors, j'ai vu ce livre. Alors, moi, je vois un livre, toujours je feuillette. J'étais passionné par ce livre. Je lui empruntais, je l'ai lu. Et j'ai dit, ben voilà, il faut en faire une conférence. Et voilà comment est née cette conférence. Alors, tout de suite, je lance le diaporama. Et, share screen. Et- Bien. Donc, l'écran s'est affiché devant vous. Et on va commencer par quelques sons d'une chanson, d'un chant écrit par Avraham Stern, de son nom de guerre Yair, le commandant du Lehi. On va tous expliquer tout ça. On va commencer un peu par un peu de musique. Il n'y a plus Pardon. de musique chez nous, hein. Oui, parce que j'ai tendu l'écran. כדת משה וישראל, הרי את מקודשת לי, הרי את מקודשת לי. ורחקו ממך מבלעייך בחיי ובמותי. אני ראשי אלים בחיק הרייך, את בדמיי לעד תחי. Bien, donc cette chanson de Avraham Stern Yair, Areat Mekudeshet Li Moledet, Kedesh Moshe Israël, c'est la formule dans laquelle un homme donne la bague de mariage à son épouse. Et ici, l'épouse, c'est Moledet, c'est le pays d'Israël. On ne va pas rentrer en détail maintenant, Manitou en parlait beaucoup, du fait que en français, on appelle ça une patrie. Une patrie, c'est un père. En hébreu, on appelle ça Moledet, mais on ne rentre pas dans les détails maintenant. Je continue. Donc, on veut parler du Lehi et d'un personnage très spécial du Lehi, Yoshua Cohen. Alors, pour commençons, j'ai aussi commencé parce qu'on veut parler de héros d'Israël. Pourquoi je parle de héros d'Israël actuellement? Parce que là, vous voyez un des héros tombé, malheureusement, il n'y a pas très longtemps dans les combats à Gaza. Et ce soldat écrit à ses parents, Gam imikreli mashehu, ani lo marche lachem lishkoa be'esev, même s'il m'arrive quelque chose, ne sombrez pas dans la tristesse. Hayta li hazechut lagshim et hachalom, bai'ut sheli, j'ai eu le privilège de réaliser mon rêve et la raison pour laquelle je suis venu sur Terre, Vetiu betuchim, shani mistakel lechem ilmala, umchir racha, anak, et soyez sûrs que je suis là où je suis, je vous regarde d'en haut et j'ai un très grand sourire. Ben, qui a écrit cette lettre, c'était le voisin de mes parents à Jérusalem, qui s'est porté volontaire
Simchat Torah, il n'a même pas été engagé, mais il était après son service militaire, il est directement porté volontaire et malheureusement il est tombé et a laissé cette lettre à ses parents. Alors, revenons maintenant à l'histoire. On est en 1940. En 1940, l'Angleterre est bombardée par l'Allemagne. C'est le Blitz en Angleterre. Et les combats ont lieu aussi dans le désert de Libye. Et les forces de Rommel repoussent les Anglais. Ils sont arrêtés à l'Allemagne, mais ça personne encore ne le sait. Et leur but, c'est de remonter vers la mer Caspienne. Et donc, au passage, ils vont prendre l'Égypte, ils vont prendre Eretz Israël. Et dans ce cadre-là, la Haganah, qui est le mouvement de résistance principal du Yishuv, des Juifs d'Eretz Israël contre les Anglais, décide de faire une trêve. Ils arrêtent de taper sur les Anglais, puisque jusqu'à début de la guerre, la Haganah essaye d'amener des Olim clandestins, puisque les Anglais ont bloqué les côtes d'Israël. Et donc, on est parti en guerre contre les Anglais pour amener ces Olim clandestins qui veulent échapper d'Europe. Mais quand la guerre éclate, la Haganah fait la paix avec les Anglais en disant que Ben Gurion aura ce mot, il faut faire la paix avec les Anglais comme s'il n'y avait pas le problème de l'Alia et faire la guerre aux Anglais comme s'il n'y avait pas le problème de la guerre mondiale. Pardon, ça c'est pas lui qui va dire, quelqu'un d'autre. Donc, mais la Haganah fait un pacte avec les Anglais. Après, ils vont être suivis par l'Irgun. On avait parlé l'année dernière du fameux bateau, le bateau des 23, avec les 24 qui sont perdus en mer, Ari Hayam, le lion de mer qui a disparu au large des côtes de Syrie, qui était un bateau de force de l'Irgun, qui, même chose, ont pactisé avec les Anglais pour les aider dans leur guerre contre les Allemands. Mais il reste en Eretz Israël un groupement de combat, le Lehi, Lochamei Cherut Israël, qui justement a fait scission de l'Irgun, parce que lui, il pense que même pendant la guerre, il faut continuer la guerre contre les Anglais. Tant que les frontières sont bloquées, tant que les Juifs pris dans la souricière en Europe veulent venir en Israël et sont bloqués par les Anglais, ben les Anglais, c'est l'ennemi et on n'arrête pas le combat. Donc on a la Haganah, je crois que la prochaine photo, oui, pardon, la prochaine photo, on voit les trois mouvements de résistance qui s'affichent. Voilà, vous avez la Haganah au centre, à droite l'Irgun, David Raziel qui va disparaître en mission, et plus tard Menachem Begin, à partir de 1943, et à gauche le Lehi de Abraham Yair Stern. À droite, vous voyez le Lehi, puisque c'est de lui qu'on va plutôt parler aujourd'hui, Lochamei Cherut Israël, les combattants de la liberté, pour la liberté d'Israël. Alors, ce qui se passe, j'ai expliqué que donc, la Haganah et l'Irgun ont pactisé avec les Anglais, mais le Lehi continue la guerre contre les Anglais, et alors les Anglais, maintenant, ils ont les mains libres parce que leur police n'a plus besoin de courir après les dissidents de la Haganah, de l'Irgun, du Lehi, les terroristes des mouvements de résistance juifs. Ils ont seulement un mouvement, et c'est le plus petit, qui compte quelques dizaines de combattants. Et donc, les Anglais mettent le paquet contre l'Irgun. Vous voyez à gauche, pardon, les photos qu'on trouve sur les murs à Tel Aviv, où les chefs du Lehi sont recherchés avec des prix sur leur tête. Leurs têtes sont mises à prix. Aaron Zuckerman, Hanor Sterlitz, Zeroni Binyamin. Pardon, ça c'est la liste d'en dessous, les photos j'ai coupé. Les photos qu'on voit, c'est à gauche Abraham Stern, Yaakov Polani et Nachman Schulman. Les têtes sont mises à prix et le 12 février 1942, deux officiers de police, Morton et Wilkins, investissent la maison où se cache Abraham Stern, qui est le commandant du Lehi, et sans lui laisser le temps de se rendre ou de réagir, ils l'abattent froidement dans le dos. Et en fait, ça pourrait être la fin du Lehi, parce que une fois que Abraham Stern a été tué par les Anglais, une grande partie des commandants du Lehi vont se rendre aux Anglais pour sauver leur vie. Et en fait, le Lehi est complètement désorganisé. Il n'était déjà pas très nombreux a priori. Il n'y a plus de chef, puisque Abraham Stern a été assassiné et les autres se sont rendus.
Sur ces entrefaites, il y a un des combattants du Lehi qui continue. Lui se cache dans les orangeries de Ranana, de Kfar Saba, et lui continue le combat. Un jeune homme de 19 ans qui met en émoi toute la police anglaise qui le recherche sans pouvoir mettre la main dessus. Et sur ces entrefaites, là, j'ai dit que Abraham Stern avait été assassiné le 12 février. Maintenant, on est le 24 février. Le 24 février, il y a une très grande tragédie. C'est un bateau, le Struma, qui arrive de la mer Noire avec 769 rescapés de la Shoah qui ont réussi à acheter ce bateau qui était en fait un bateau qui faisait des croisières fluviales dans le but de fuir la Roumanie et d'arriver en Eretz Israël. Près d'Istanbul, il tombe en panne, il est remorqué dans le port d'Istanbul, mais là-bas, les Anglais demandent aux Turcs, la Turquie est pays neutre à la Seconde Guerre mondiale, les Anglais demandent à la Turquie de ne pas ravitailler, de ne pas réparer le bateau, leur bateau reste en rade, et c'est malheureusement, pour eux, couvert par la presse, ça leur fait beaucoup de tort, et donc ils décident de demander ou d'imposer aux autorités turques de reconduire le bateau en mer Noire, surtout pas, passe pas le Bosphore, qui ne risque pas d'arriver en Eretz Israël en dérivant vers Eretz Israël, mais il est donc ramené en mer Noire. Le lendemain passe un sous-marin russe et une torpille enverra ce bateau par le fond avec 770 Olim potentiels, 768 rescapés de la Shoah, qui n'ont été rescapés que pour mourir noyés dans la mer Noire. Il y aura un survivant de l'épisode du Struma. Et donc les soldats, les combattants du Lehi, Yoshua Cohen, vont publier de la même façon que les Anglais avaient mis leur tête à prix. Maintenant, c'est eux qui mettent à prix la tête du haut commissaire anglais. Vous le voyez à gauche. Ça s'affiche maintenant, voilà. Recherché pour meurtre, Sir Harold Michael, également connu comme haut commissaire pour la Palestine, recherché pour leur meurtre de 800 réfugiés noyés dans les eaux de la mer Morte à bord du bateau Struma. Donc, c'est un grand coup, c'est-à-dire que maintenant, la plus haute personnalité anglaise est menacée directement par la poignée de survivants du Lehi qui se cachent dans les orangeries et sur lesquels ils n'arrivent pas à mettre la main. Et juste après, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont aussi... Non, pardon. Je m'excuse, je suis un peu fatigué, j'étais malade pendant 10 jours, alors je ne suis pas encore entièrement en forme, alors je fais des erreurs, c'est pas grave, vous me pardonnez. En tout cas, les Anglais comprennent que celui qui gère les survivants du Lehi, ou comme les Anglais l'appellent, le gang Stern, c'est un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Yoshua Cohen. Alors maintenant, sa tête est mise à prix, vous voyez à gauche. À droite, je l'ai agrandi, Yoshua Cohen, alias Zecharia, alias Moshe Hochman. En fait, son nom dans la clandestinité va être Shepsel. Pourquoi Shepsel? Parce que il se cache dans les orangeries, je l'ai dit, mais pour pouvoir être ravitaillé, il y a une jeune fille du Lehi qui était sa copine et qui lui amène de quoi manger, qui lui amène les nouvelles, qui fait passer ses ordres aux différents combattants du Lehi. Cette jeune fille s'appelle Nechama. Et Yoshua dit, il faut que tu prennes un nom de combat parce que si jamais les Anglais t'arrêtent ou si quelqu'un parle, et tu vas t'appeler Sprinza. Sprinza, c'est un nom polonais. En fait, c'est une déformation de Yiddish d'un nom espagnol, Esperanza. Nechama, dans un premier temps, n'est pas très contente de changer son nom de Nechama en Sprinza. Elle dit, je marche, je deviens Sprinza à une condition, tu deviens Shepsel. Alors Yoshua dit, ok, alors Shepsel et Sprinza deviennent les deux commandants cachés de 19 ans. Lui a 19 ans, je crois qu'elle a encore un petit peu moins, et qui tiennent toute la police anglaise qui les recherche sans savoir où les trouver. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que les commandants du Lehi qui sont en prison, dans une prison anglaise près du kibbutz Mizra, vont réussir une évasion. Un soir, il y a deux des commandants. Un des deux, c'est Yitzhak Zarnitsky, le futur Yitzhak Shamir, il sera Premier ministre d'Israël.
À l'époque de la résistance, son nom de guerre, c'est Michael. Donc ces deux soldats du Lehi se réussissent le soir à s'enfermer dans une remise dans le camp. Et quand il va y avoir l'appel le soir dans leur baraquement, que les Anglais viennent faire l'appel, alors leurs copains sont en train de jouer au basket. Ils demandent aux Anglais, allez donc faire d'abord l'appel dans les baraques à côté. Les Anglais vont commencer dans les baraques d'à côté, et quand ils viennent compter les prisonniers de la baraque de Michael, de Yitzhak Shamir, il y a en fait deux combattants d'une autre baraque qui avait déjà été comptés qui viennent prendre leur place. Et donc les Anglais font le compte, il y a le compte est bon, et tout le monde s'endort dans le camp sans se rendre compte qu'il manque à l'appel de prisonniers qui vont s'enfuir la nuit et qui vont se fondre dans la masse à Haïfa. Et c'est uniquement le lendemain matin qu'un garde Shiom arabe va secouer un prisonnier pour lui dire lève-toi, il est tard, et se rendre compte en fait il y a juste une couverture avec une forme en dessous, mais il n'y a personne. Et là ils se rendent compte qu'il leur manque deux personnes. La chasse à l'homme commence, mais c'est trop tard. Les deux évadés ont réussi à s'évader, et maintenant Yitzhak Shamir va reprendre le commandement du Lehi, et en fait Yoshua Cohen va devenir son chef des opérations. Alors, le 8 août 44, le Lehi essaye de se venger de Mac Michael. Vous vous rappelez que Mac Michael, qui était vu comme responsable de la tragédie du Strouma, ils vont attaquer sa voiture, mais Mac Michael va juste être blessé légèrement. Son chauffeur réussit à se dégager du guet-apens, et il fait un accident quelques centaines de mètres plus loin, mais il est déjà caché de la vue des tireurs du Lehi. Il sauve sa peau et il s'enfuit en Angleterre. Mais c'est un fiasco. Le Lehi n'a pas réussi à se venger de Mike Michael, malgré ce qu'ils avaient projeté de faire. Par contre, ce qu'ils vont oui réussir, le Lehi va réussir à abattre Thomas Wilkin. Thomas Wilkin, c'est l'officier de police qui a abattu Yair, le chef du Lehi. Donc, je dis, il y avait deux policiers qui avaient fait irruption dans la cachette de Yair. C'était Thomas Wilkin et Geoffrey Morton. Wilkin va être abattu par le Lehi. Morton, il préfère prendre la distance et il repart en Angleterre. Et donc, le Lehi continue. Vous voyez la date, on est en septembre 44. Donc, en juillet, il y a eu l'attentat contre Mike Michael. Après, il y a eu la liquidation de l'officier Wilkin, qui était le chef de la police criminelle qui faisait la chasse aux membres du Lehi. Donc, le Lehi est très actif en Eretz Israël et donne beaucoup de fil à retordre aux Anglais. Alors, ce que vont faire les Anglais, d'abord, un petit instant encore. Le 6 novembre 44, donc juste un petit peu après, j'explique. Donc, Mike Michael s'était raté, Wilkin, ils l'ont eu. La prochaine action va être contre Lord Moyne. Lord Moyne, c'est le ministre plénipotentiaire des possessions anglaises au Moyen-Orient. Son lieu de résidence, c'est au Caire. Et le Lehi envoie deux soldats, Eliyahu Hakim et Eliyahu Betsuri, donc on appelle en Israël dans l'histoire sioniste les deux Eliyahu, qui vont tirer sur Lord Moyne, le blesser à mort. Mais quand il s'enfuit, il y a un policier égyptien qui leur tire dessus, il en blesse un, le deuxième vient à la rescousse, et finalement les deux seront arrêtés et condamnés à la pendaison par les Anglais et pendus en Égypte par les Anglais. Vous voyez à droite Eliyahu Hakim, Eliyahu Betsuri, ça c'est un extrait d'un journal arabe au Caire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait les journaux arabes sont très sympathisants des deux Eliyahu, parce qu'en fait, les deux Eliyahu s'attaquent à l'occupant anglais, et ça, les Égyptiens sont d'accord avec eux de ce point de vue-là, les Anglais un petit peu moins, et comme je dis, ils vont décider de les pendre. La suite des opérations va être que les Anglais ne veulent plus voir les soldats du Lehi en Israël,
Et quand ils les arrêtent, ils ne se contentent pas de les mettre en prison. On a déjà vu qu'à Misra, il y a eu des évasions, il y a eu d'autres évasions. Ils les déportent en Afrique. Et donc, à partir de 44 et jusqu'en 48, jusqu'à la proclamation de l'État d'Israël, tous les combattants du Lehi arrêtés par les Anglais seront incarcérés non pas en Eretz Israël, mais en Afrique, à Simbel à côté d'Asmara en Érythrée, à Carthago au Soudan et à Gilgil au Kenya. Donc, Kenya, Soudan, Érythrée, ce sont les lieux de résidence. Et dans ces camps de prisonniers, les Anglais les font tout le temps tourner. Ils ne restent pas fixes dans un camp parce qu'ils ont compris que un soldat du Lehi, quand il est en prison, du jour où il atterrit dans sa cellule, il est en train de préparer son évasion. Donc, pour éviter qu'il n'ait le temps d'avoir des contacts, qu'il ait le temps de connaître les lieux, etc., les Anglais les font tourner de prison en prison pour qu'ils ne puissent pas s'évader. Là, vous voyez l'équipe de sport d'un des camps en Afrique. De nouveau, vous voyez maintenant une photo de ces combattants en Afrique. Vous voyez Yoshua Cohen qui est là, deuxième partie de la gauche, je le montre avec la souris. Et ils ne reviendront donc en Eretz Israël qu'après l'établissement, la proclamation de l'État d'Israël. La photo que vous voyez maintenant à gauche, c'est une photo que Yoshua Cohen envoie à Necha, appelée Nechama, sa copine de l'époque des vergers de Ra'anana Kfar Saba. Donc il lui envoie cette photo en 1948 à partir du camp de Gilgil, et il reviendra en juillet. Un petit peu trop tard pour intégrer Tsahal. C'est-à-dire que les combattants du Lehi qui étaient en Israël au moment de l'indépendance d'Israël vont être intégrés dans Tsahal, comme les combattants de l'Irgun. Par contre, ceux qui vont revenir plus tard, parce que les Anglais ne vont pas les libérer tout de suite, ça va encore prendre 2-3 mois que les Anglais les libèrent d'Afrique, eux arriveront trop tard pour rejoindre les rangs, et Ben Gurion n'a pas tellement envie non plus de les intégrer dans Tsahal. Et il y a un micro ouvert là, si quelqu'un peut le fermer, merci. Donc Yoshua Cohen est rentré en Eretz Israël. Il s'ennuie un petit peu parce qu'il n'est pas dans l'armée. Et le Lehi, en fait, continue à être indépendant. Où est-ce qu'il est indépendant? Sur le front de Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, je rappelle que Ben Gurion, dans la déclaration d'indépendance, dit en vertu de la décision des Nations Unies, blablabla, nous proclamons l'établissement d'un État qui s'appellera l'État d'Israël. Maintenant, d'après la déclaration de l'ONU, Jérusalem ne faisait pas partie de l'État juif. Jérusalem faisait partie devait être une ville internationale. Et donc, Ben Gurion et le gouvernement israélien de l'époque Jérusalem n'est pas un territoire intégrant. Le Banque populaire. Est-ce qu'une banque qui prend des décisions populaire? Banque populaire. Je m'excuse, il faut que je coupe l'enregistrement. Non. Bien, veuillez excuser cette interruption. Donc, Ben Gurion ne gère pas Jérusalem. Et Jérusalem, le Lehi et l'Irgun sont toujours encore indépendants. C'est d'ailleurs l'histoire de l'Altalena, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans cette histoire-là. Et sur ces entrefaites arrive un médiateur de l'ONU, le comte Folke Bernadotte, un noble suédois qui vient pour être médiateur entre les Juifs et Arabes dans la guerre d'indépendance. Alors, sur la photo, vous voyez une ambulance de la Croix-Rouge. C'est une photo de Yad Vashem. Cette ambulance de la Croix-Rouge suédoise est aujourd'hui exposée à Yad Vashem. Et pourquoi elle est à Yad Vashem? Parce que Folke Bernadotte, qui est pendant la Shoah le chef de la Croix-Rouge suédoise, va exfiltrer des Juifs dans des camps.
il va sortir 400 juifs danois de Theresienstadt, les amener en pays neutre. Il va aussi aider à sauver quelques milliers de femmes de différents camps, de Ravensbrück, Bergen-Belsen, parmi lesquels il y a des juifs. Le but n'est pas les juifs, attention, hein. Il y a même un historien, Jud Roper, qui écrit que Himmler propose à Bernadotte de sauver quelques milliers de juifs. Pourquoi? Parce que Himmler est en train de sentir que le vent tourne en sa défaveur, que les Allemands vont perdre la guerre. Il voudrait bien un petit peu gagner des points devant les Alliés pour, quand il sera jugé plus tard pour ses crimes, montrer qu'il a sauvé des Juifs. Donc il propose à Folke Bernadotte, viens, je te donne quelques milliers de Juifs, sors-les des camps, on pourra dire que j'ai aidé à sauver des Juifs. Et Bernadotte lui répond, je déteste les Juifs tout autant que toi, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un grand ami d'Israël, ce gars-là. Et lui, en 1948, se retrouve envoyé par l'ONU pour être le médiateur entre Israël et les Arabes. Si ça vous rappelle quelque chose qui se passe aujourd'hui, vous gardez vos conclusions pour vous-même. Donc on a un antisémite notoire qui se trouve médiateur en Eretz Israël. Là, vous le voyez avec Moshe Sharet. Moshe Sharet, qui est le ministre des Affaires étrangères de Ben Gurion. À gauche, vous voyez Bernadotte. Et Bernadotte, en fait, propose dans sa médiation, so-called, il propose un plan qui est bien pire que la résolution de l'ONU qui a créé l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il propose à Israël de perdre tous les acquis de la guerre, que tout ce qu'Israël a déjà gagné dans sa guerre d'indépendance. De nouveau, si ça vous rappelle quelque chose aujourd'hui, c'est absolument fortuit. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Le 28 juin 1948, donc on est 2 mois après l'État d'Israël, il y aura une fédération entre des cantons juifs, des cantons arabes. L'est du Jourdain fera partie de l'État arabe, ça d'accord. Le Negev sera donné intégralement aux Arabes, alors que le Negev était, d'après le plan de partage, partie intégrale d'Eretz Israël. Le port de Haïfa et l'aéroport de Lod seront sous tutelle internationale, donc les principaux ports d'accès d'Israël par la mer ou par les airs ne seront pas gérés par Israël. Donc comprenez, on ne pourra pas gérer l'Alia, permettre cette Alia de masse qui va arriver à Haïfa, tous ces bateaux d'immigrants qu'on verra arriver dans les prochaines années avec 1 200 000 immigrants. On ne pourra pas parce que c'est géré par l'ONU, pas par Israël. On va reprendre 300 000 réfugiés arabes qu'Israël devra accueillir de nouveau en son sein. Je rappelle, l'État d'Israël compte 600 000 habitants à l'époque, 600 000 juifs. Alors il y a déjà 150 000 arabes qui sont restés, plus 300 000 arabes réfugiés qui sont partis qu'on doit récupérer. Donc ce qu'il est en train d'essayer, c'est de foutre en l'air toute la majorité juive du pays d'Israël. Jérusalem fera partie, non plus ville internationale comme elle était dans le plan de l'ONU, Jérusalem sera carrément une ville arabe, fera partie de l'État arabe. Alors, comprenez que c'est quelque chose d'inacceptable pour les Juifs, mais ça, c'est ce que ce brillant stratège nous propose. D'ailleurs, au passage, il faut se rappeler une chose, Folk, c'est quoi comme nom? Folk Bernadotte. Je rappelle ça parce que c'est pas par erreur, certains historiens en parlent. Il y a eu à l'époque de la croisade, un des rois de Jérusalem s'appelait Foulques V d'Anjou. Vous le voyez, la Foulques V d'Anjou dit le jeune, mort à Acre, fut comte d'Anjou et de Tours, comte du Maine et roi de Jérusalem. À droite, vous voyez son mariage avec Mélissande, la reine de Jérusalem, ce qui lui donne la couronne de Jérusalem. Et pour certains historiens, Folke Bernadotte se voyait le digne descendant de Foulques d'Anjou. Et si son son grand aïeul avait été roi de Jérusalem, il n'y avait pas de raison que lui ne devienne pas au XXe siècle. Et en fait, il fait tout pour déposséder l'État d'Israël de Jérusalem, du Negev, de ses acquis à la guerre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un gars avec un tel parti pris? On fait des manifestations. Alors, vous voyez les manifestations ici. Stockholm is yours, Jerusalem is ours. Stockholm est à vous, Jérusalem c'est à nous. Allez-vous faire foutre. À droite, vous voyez le Lehi qui publie une caricature un petit peu plus musclée d'un coup de pied, là où je pense, à Bernadotte, dégage d'ici. Mais comme le gars il comprend pas et qu'il persévère, alors le Lehi va passer à la vitesse suivante et Yoshua Cohen et Yoshua Zeltzer, le commandant du Lehi à Jérusalem,
vont mettre au point la liquidation de Bernadotte. Donc, vous voyez Yoshua Zettler à droite, Yoshua Cohen à gauche, et Rehov Palmach à Jérusalem. Bernadotte est en route dans sa Jeep. Les combattants du Lehi font arrêter la Jeep, ouvrent le feu et abattent le comte Folk Bernadotte et mettent un point final à sa médiation et sa médiation outrageuse, il faut le dire, entre les Juifs et les Arabes. On est déjà dans l'État d'Israël souverain, on a un gouvernement, on a un Premier ministre, il s'appelle David Ben-Gurion, il est encore provisoire, il n'y a pas encore eu d'élection, mais il y a un Premier ministre, et donc il va charger sa police de rechercher activement les auteurs de l'attentat. Il faut comprendre que ça se passait au Rehov Palmach. Ces deux-là sont des Juifs de Jérusalem, on les connaît, on sait qui a tiré, on sait qui a appuyé sur la gâchette, on sait qui a tiré. D'ailleurs, il y a un officier de liaison juif qui était avec Bernadotte, qui lui n'a pas été touché, qui a identifié Yoshua Cohen. Mais le soir même, il y a une délégation du Lehi qui lui rend visite à la maison, qui lui dit nous savons que tu nous as reconnus. Ben, tu vois, nous aussi, on te reconnaît. Donc, si jamais il nous arrive quelque chose, ben, sache que toi aussi, tu n'es pas à l'abri parce qu'on sait où tu habites, on sait qui tu es. Et donc, il n'y aura pas de témoignage. Personne ne va livrer les attentats, les gens qui ont tiré sur Bernadotte, et la police va faire chou blanc et va chercher, voilà, à droite, vous voyez maintenant devant vous, vous voyez le compte-rendu de la police. C'est un dossier criminel. Voilà, Moshe Hillman, Ktsina Kishur, Moshe Hillman, c'est l'officier de liaison juif qui a vu et qui sait exactement qui a tiré sur Bernadotte. Alors, où ça s'est passé? À Rechavia, la route de Katamon. Qui sont les victimes? Le comte Folk Bernadotte et le colonel Serrault, qui était un colonel d'ONU qui était avec lui. Qui a tiré? Bilti Yadoua, on ne sait pas qui a tiré. La police va faire son œuvre, mais elle va faire chou blanc et elle ne trouvera personne. Mais il faut comprendre que Yoshua Cohen va se mettre à couvert, et si à l'époque des Anglais ils se cachaient dans les orangeries de Ranana, maintenant il se cache dans une maison à Jérusalem, et c'est très dur pour lui. Il y a un État d'Israël, mais lui est confiné avec Nechama, avec Necha, sa copine, dans l'appartement. Ils ne peuvent pas sortir puisque à Jérusalem, tout le monde les connaît. Il suffit qu'ils mettent le nez dehors, ils seront arrêtés. Et quand même, il y a des gens qui les ont vus, et on sait qui c'est. Et alors, Yoshua a cette idée, puisque de toute façon, on est confiné. Ben, pourquoi on ne se marierait pas? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. On peut se marier, comme ça, on sera au moins on va officialiser. Et pour se marier, ben, il faut un rabbin et un minyan, et puis une bague, et puis des témoins. Alors, l'idée de Todi Peli, qui est un membre du Lehi, qui est aussi le beau-frère, le lien exact, va dire, ben, moi j'ai un rabbin. Le rabbin, c'est le Rav Yedidia Frenkel. Yaakov Yedidia Frenkel, qui est le beau-père du Rav Lau, l'ancien grand rabbin d'Israël, le grand-père du Rav David Lau, le grand rabbin ashkénaze actuel d'Israël, qui est rabbin de Florentine, les quartiers sud de Tel Aviv, et qui, lui, est quelqu'un qui soutient les mouvements de résistance. Mais on va le contacter pour qu'il fasse ce mariage. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Yoshua Cohen et Nechama ne se cachent pas à Jérusalem, ils se cachent à Tel Aviv. D'ailleurs, pas loin dans Florentine, les quartiers sud de Tel Aviv sont des quartiers plus populaires, donc plus Lehi que les quartiers nord, et là-bas se trouve donc le Rav Yedia Frenkel. La photo que vous voyez à droite, c'est une photo pour une autre conférence. C'est quand il était en voyage dans les années 60 en Pologne. Il a été invité à un voyage en Pologne, et à Treblinka, sur le site de Treblinka, il retrouve des ossements humains. Et il demande aux Polonais pourquoi ils ne les enterrent pas. Ils disent on essaie, mais on les recoupe de terre, ils ressortent, la terre n'en veut pas. Et le Rav Yedia Frenkel va récupérer des ossements humains de Treblinka et les emmener à Nachalat Yitzhak. On avait fait une balade là-bas, ceux qui étaient avec moi. Il y a le monument et en dessous la tombe des ossements de Treblinka ramenés par le Rav Yedia Frenkel. Mais revenons à nos moutons. Todi Peli arrive chez le Rav Yedia Frenkel et lui dit voilà, monsieur le rabbin, on veut faire un mariage
entre deux membres du Lehi qui se cachent. Alors le Rav Yehuda Frankel dit d'accord, moi je suis sympathisant, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que j'ai besoin de témoins. Claudie dit mais c'est pas grave, ça aucun problème. J'amène des témoins, 10, c'est pas de problème, les proches, le père, les beaux-frères, les plus proches, il y aura minyan, il y aura des témoins. Dit le Rav Yehuda Frankel, oui, mais moi je peux pas parce que il va falloir faire une ketouba. Et sur une ketouba, il faut que les témoins signent. Vous allez signer avec des noms de guerre que personne ne connaît. Si après on a un problème, il faut qu'on contrôle, mais on ne saura jamais qui sont les signataires de la ketouba. Et Todi répond, il n'y a aucun problème, on va signer je m'engage, on va signer de nos vrais noms. Alors le Rav Yehuda Frankel, ok, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Todi Peli. Alors Rav dit, tu vois, tu commences. Pourquoi tu commences? Parce que Peli, c'est le nom, un nom qu'on trouve dans le Tanakh. C'est quand l'envoyé céleste, on appelle en français un ange, apparaît à Manoach, le père du futur Shimshon, le futur juge Samson, et que Manoach demande à cet envoyé céleste comment tu t'appelles? Alors il répond Lamazé tish'al lishmi vehu Peli. Pourquoi tu demandes mon nom? Mon nom il est Peli. Pele en hébreu c'est quelque chose de supernaturel, de quelque chose de pas dans l'ordre de la nature. Alors le Rav lui dit, tu vois, tu commences, tu me donnes un nom qui est un faux nom, un pseudo. Et tu dis, non, non, c'est vraiment mon nom. J'ai changé mon nom en Peli, c'est mon vrai nom, et je signerai de mon vrai nom Peli. Et le Rav Yedidia Frankel accepte. Alors, ce qui est très intéressant, je ne mets pas l'enregistrement parce que c'est en hébreu, mais il y a quelques années, il y a eu une soirée en l'honneur de Yoshua Cohen, et là-bas prend la parole Chemi, le fils de Yoshua et de Nechama Cohen, et il raconte l'histoire suivante. On lui demande de raconter une histoire un peu personnelle. Et il dit, il y a quelques années, je rencontre le Rav David Lau, le grand rabbin d'Israël, et je lui dis, tu sais, c'est ton grand-père qui a marié mes parents. Alors le Rav David Lau lui demande, ah bon? Et c'est qui tes parents? Ils disent, c'est Yoshua et Nechama Cohen. Il dit, ah bon, mais je connais cette histoire. Alors, Rémi lui demande, mais comment tu connais cette histoire de ce mariage il y a 50 ans? Il dit, c'est la seule fois où j'ai été conduit dans un mariage les yeux bandés. Ce qui s'est passé, c'est que Todi Pelli a dit au Rav Frankel, on va faire un mariage, mais pour vous amener chez les mariés, ils sont cachés, donc on va vous bander les yeux, on va vous emmener sur la scène du mariage, vous allez faire le mariage, on vous rebande les yeux, on vous ramène à la maison. Alors, je vous ai dit que Yoshua Cohen et Nechama se cachent dans le sud de Tel Aviv. En fait, ils se cachent la rue à côté de là où habite le Rav Yehuda Frankel. C'est pas qu'ils ont peur que le dénonce. Ils veulent pas le mettre dans une situation complexe pour lui. Si jamais on lui demande où se cache Yoshua Cohen, il vaut mieux qu'il ne sache pas. Comme ça, il pourra innocemment dire je ne sais pas, et ce sera la vérité. Donc, ils lui bandent les yeux, ils le font monter dans un taxi, ils le font tourner une demi-heure dans Tel Aviv. Ils l'amènent dans la maison, la rue à côté de là où il habite, ils le font descendre, il fait le mariage, lui rebandent les yeux et le ramènent à la maison. Et c'est l'histoire que raconte Rémi, comment le Rav Yedidia Frankel a marié ses parents. Vous les voyez à gauche, Yoshua et Necha Cohen. Comme j'ai dit, il y a 10 personnes qui assistent au mariage, 10 hommes. Bien sûr, c'est la clandestinité. Toute la police de Ben Gurion les recherche. Faut se rappeler qu'il y a une pression internationale énorme. C'est le médiateur de l'ONU qui a été abattu. Les Scandinaves sont furax et la police piétine et ça n'avance pas. Donc, il y a 10 personnes qui assistent au mariage et une personne qui ne peut pas assister au mariage, c'est Menachem, pardon. Menachem Mendy, qui est le petit frère de Yoshua Cohen, qui était aussi membre du Lehi, mais lui a été engagé dans l'armée et il se bat dans les combats au sud d'Israël, dans la région de Beth Guvrin. Et le jour même du mariage de son frère, le 24 Tishri, Menachem va être tué au combat à Beth Guvrin. Vous le voyez, il ressemble beaucoup à son frère. Ça, c'est Menachem, qui tombe donc au combat le 24 Tishri, le 27 octobre 48, sans avoir été au mariage de son frère. Et un an jour pour jour, le jour de la première Askara, donc le 24 Tishri de l'année d'après, va naître un premier enfant à Yoshua et Nechama Cohen, et ils vont l'appeler Menachem du nom du frère qui est tombé, et j'en ai déjà parlé, j'ai dit que ça s'appelait aujourd'hui Rémi,
quand j'ai dit qu'il a raconté l'histoire du Rav Edia Frenkel, Rémi du nom de Menachem, le frère de Yoshua Cohen. Alors, Ben Gurion sait-il que c'est Yoshua Cohen? Apparemment, il le sait. L'historien et ancien membre de la Knesset, Michael Bar-Zohar, va dire que Ben Gurion n'a pas beaucoup pleuré Bernadotte. Bernadotte, c'est quelqu'un qui voulait faire perdre à Israël tous ses acquis, Jérusalem, les acquis de la guerre, etc. Donc, ça arrangeait beaucoup de monde qu'il ait disparu de la scène. Isser Harel, le commandant du Mossad, a dit à Ben Gurion, c'est Yoshua Cohen et Yoshua Zettler qui sont derrière. Mais on les a recherchés sans mettre le paquet. Il ne faut pas faire trop de zèle parce que, en fait, ça ne dérangeait pas tellement. Ben Gurion, il fallait qu'il sauve les apparences pour dire à l'ONU, oui, on recherche les perpétrateurs de l'attentat, mais on n'a pas mis la main dessus. Après la guerre d'indépendance, il y aura la Knesset, il y aura des élections, Ben Gurion sera élu Premier ministre et Weizmann sera élu président d'État d'Israël. Et une des premières choses qu'il fera, c'est un acte d'amnistie pour les anciens combattants des Martarot, donc des combattants des organisations de résistance contre les Anglais. Et maintenant, finalement, Yoshua Cohen et Nechama peuvent sortir au grand jour. Ils ont été amnistiés. Yoshua Cohen trouve un emploi dans une boîte de construction, mais il s'ennuie un petit peu, quoi. Ça lui manque l'activité qu'il avait dans la résistance et les camps de prisonniers. Et finalement, il cherche un nouvel idéal sioniste. Alors, l'idéal de la guerre, c'est passé. Maintenant, les Anglais sont partis, on a un État, mais l'idéal, c'est le Negev. Alors là, de nouveau, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec la situation actuelle. Vous voyez une tente de Bédouins dans le désert du Negev, et vous voyez ce qu'on dit à l'époque dans les journaux, Mitzafon le Majdal Yesh Medina veyesh Chok, au nord de Ashkelon. Majdal de l'époque, c'est aujourd'hui Ashkelon. Au nord d'Ashkelon, il y a un État, et il y a des lois. Au sud d'Ashkelon et jusqu'à Beersheva, Yesh Medina ve'en Chok, il y a l'État d'Israël, mais il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il veut. Midarom le Beersheva, au sud de Beersheva, en Medina ve'en Chok. Au sud de Beersheva, les Bédouins font ce qu'ils veulent. Bon, bien sûr, ce n'est pas du tout la réalité aujourd'hui. Mais c'est donc l'idéal, ça va être d'aller vers le Negev et d'offrir le Negev à l'État d'Israël. Ce Negev où l'État d'Israël n'arrive pas à asseoir son autorité, et c'est les Bédouins qui font la loi et qui gèrent comme ils veulent. Et sur ces entrefaites, Yoshua Cohen lit dans le journal qu'il y a une bande de cinglés qui est en train de créer un village dans le Negev qui veut s'appeler Sde Boker. Il n'y a là-bas rien. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de route. Alors ça lui plaît. Et il va postuler, il va chercher qui a publié l'annonce, il va demander à rencontrer les gens du groupe, les membres du groupe qui veut aller à Sde Boker, dans le Negev. Et il dit, voilà, je voudrais me joindre. Pas de problème. Oui, mais je suis quand même beaucoup plus âgé que vous. Ben, c'est pas grave. Ah, et puis je suis marié. Les autres ne sont pas mariés. C'est pas grave. Et puis j'ai un enfant. Ben, c'est bien. Il y a encore un petit problème. Le gars lui dit quand même, t'en as des problèmes. C'est quoi ton dernier problème? Il dit, ben, je suis un ancien du Léhi. Je dis, mais ici, on ne demande pas de quelle tendance politique tu es. Chacun vient avec ses idées politiques. On est un village apolitique, ce qui est très rare à l'époque, parce qu'un kibbutz, il y a des mouvements politiques très définis qui gèrent les différents kibbutzim, que ce soit kibbutz Meuchad, ou kibbutz Artzi, ou kibbutz Dati. Et là, non, à Sde Boker, ça va être un kibbutz non affilié. Et donc, il se fait accepter. Il rentre à la maison, il dit à Nechama, voilà, j'ai trouvé. On peut faire quelque chose, on peut aller s'installer dans le désert. Alors Nechama dit, écoute, quand on était dans la clandestinité, dans les orangeries à vivre de 2 oranges, d'accord, mais là maintenant on a comme un gosse, il n'y a pas de gosse là-bas, c'est le désert, va prospecter. Alors Yoshua Cohen va aller à Sde Boker, il va rencontrer les gens, il va revenir chez Nechama, il va dire, il n'y a rien.
Il n'y a pas d'arbre, il y a pas tout ce que je viens de vous dire, il y a rien. D'ailleurs, pour y arriver, il arrive à Beersheba, il va à la Tahan Merkazit, il demande où est-ce qu'il y a un bus des bus au sud de Beersheba, il n'y a plus de bus. Elle dit comment je vais à Sde-Boker? Il y a une base militaire un peu au sud là-bas, va à l'armée, puis demande-leur s'il y a un commande-car militaire pour t'emmener. Et il y a un commande-car qui l'amène. En plein milieu de nulle part, le commande-car s'arrête, il descend, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit c'est ça, c'est Sde-Boker. Sde-Boker, c'est à l'époque, c'est une tente. Il arrive, voit un gars qui est en train de mettre une clôture. Le gars lui dit viens, aide-moi. Il replie ses manches et il il va faire connaissance avec les gens. Et il rentre à la maison à Tel Aviv et il dit à Nechama, voilà, ben moi ça me plaît. Elle lui dit oui, mais on peut pas. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de gosses il n'y a pas d'enfants de l'âge de Rémi. On va attendre que le village grandisse, il y aura des enfants, et alors on viendra. Alors, ce qu'elle accepte, c'est de venir pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va passer là-bas, comme ça elle fera connaissance avec les gens, elle verra un peu de quoi il s'agit. Et à Rosh Hashanah, Yoshua, Necha et Rémi arrivent à Sde-Boker. Donc, il y a une seule tente. La tente est coupée en deux par un rideau, côté homme, côté femme. Mais côté femme, il y a deux femmes. Il y aura une bergère qui s'appelle Barbara Proper, mais elle, il faudra faire une conférence sur elle à part. C'est un personnage aussi incroyable. Et se lie d'amitié. Et après Rosh Hashanah, la famille Cohen rentre à Tel Aviv. Là, vous avez une photo de Sde-Boker. Vous voyez la ruée vers le Far West, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein, c'est l'occasion de faire un petit cours d'hébreu. Que veut dire Sde-Boker? Alors, je sais que vos micros sont fermés. Souvent, on me répond Sde-Boker, c'est le chant, un chant, Sadé, Boker du matin. Mais non, parce que c'est pas Sde-Boker, c'est pas Sde-Boker, c'est Sde-Boker. Boker, c'est ce qu'on appelle en hébreu un cow-boy. Bakar, c'est le bétail. Donc Sde-Boker, c'est des gens qui voulaient faire de l'élevage. Et donc c'est le chant des cow-boys. Alors, ils sont vraiment allés comme la ruée vers l'ouest aux États-Unis. Et là, vous voyez la bergère que Necha rencontre là-bas. Elle s'appelle Barbara, elle est née en Allemagne en 1930, mais elle a eu le malheur de naître en 1930, c'est pas la bonne époque. Et surtout qu'elle a un père juif hollandais, mais une mère allemande chrétienne. Et avec les lois de ségrégation raciale du Reich, les parents comprennent qu'ils ne peuvent pas la garder à la maison et ils vont la mettre en adoption. Elle va être adoptée par un couple de juifs suisses qui font leur alia vers Israël. C'est comme ça que Barbara, qui a grandi qui est née en Allemagne, va grandir dans une famille très aisée de juifs suisses. Le père est médecin à Jérusalem. Et vous voyez, elle grandit dans le luxe pour Jérusalem de l'époque, de faire de l'équitation, etc. Elle a une belle maison et fait de l'équitation. Et cette jeune fille-là arrive dans ce coin perdu du désert, à Sde-Boker, et se lie d'amitié avec Nechama. Quelques jours après, quelques temps après Rosh Hashanah, où la famille Cohen avait été à Sde-Boker, Yoshua rentre du boulot et Necha l'accueille avec le journal. Elle dit c'est bon, on part à Sde-Boker. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu voulais pas? Maintenant, t'as coup tu veux. Et elle lui montre le journal. Dans le journal, Barbara, la bergère de Sde-Boker, a été assassinée par des bédouins. Alors, vous voyez aujourd'hui, quand vous allez à Sde-Boker, juste en face, il y a un parc du KKL qui s'appelle Pragnon Haroa. Je sais que les gens ne font pas attention à l'anglais, ceux qui lisent en hébreu ne font pas attention non plus aux voyelles, ils disent Chagnon Haroe. Non, c'est Chagnon Haroa, c'est le parc de la bergère. C'est là où Barbara a été assassinée par les Bédouins. Et Necha comme Necha va dire à Yoshua, si les Arabes nous assassinent parce qu'ils ne nous veulent pas dans le Negev, il faut qu'on aille dans le Negev. Et quand Rémi, notre fils, grandira, parce qu'à l'époque il a 3 ans, et qu'il nous demandera pourquoi vous m'avez emmené dans un trou pareil, j'avais pas de copains, j'étais seul, etc., on lui expliquera que c'était un déficionniste et on n'a pas le choix, il fallait qu'on aille
dans le Negev. Et donc, après avoir donné tout ce qu'ils ont donné dans le Lehi et dans la clandestinité, maintenant, Yoshua et Necha se retrouvent, et Chémi se retrouvent à Sde-Boker, dans le rien du tout de Sde-Boker de l'époque. Sur ces entrefaites, en 1953, arrive une caravane de voitures qui roulent sur la non-route, c'est une piste, il n'y a pas de route. Et dans ces voitures, voilà le campement avec la tente et encore quelques baraques à côté. Il s'arrête dans la poussière et sort un monsieur qui se trouve être le Premier ministre David Ben Gurion. Alors Ben Gurion, qui a découvert par hasard Sde-Boker en revenant de Mitzpeh Ramon, va écrire une lettre. Quand il rentrera à Tel Aviv, il écrit une lettre aux gens de Sde-Boker. Vous voyez, c'est en mai 1953. Il leur écrit « Lo kineti me'olam be'ish » je n'ai jamais envié personne. « Lo birchush, lo betoar » je n'ai pas envié leur bien ou leur qualité, mais vous, je vous envie. « Lama lo zacheti lishtatef b'maseh me'en ze » pourquoi je n'ai pas eu le mérite de pouvoir m'associer dans un acte pareil, de faire refleurir le désert. Et un jour, peut-être que je viendrai me joindre à vous. Donc ça, c'est la lettre que Ben Gurion envoie à Sde-Boker en 1953. Alors, quelques temps plus tard, arrive de nouveau maintenant Ben Gurion avec Paula, il veut lui montrer l'endroit, avec Amos, leur fils. Et Amos prend le bras de Yoshua Cohen, qui est le responsable de la sécurité de Sde-Boker. Lui, j'ai l'impression que vous allez avoir un nouvel habitant. Et David Ben Gurion postule pour se faire accepter comme Chaver à Sde-Boker. Alors, il va demander ce qu'on lui construise, combien coûte de construire une baraque. Et finalement, il va être, ça dérange un petit peu ces gens de Sde-Boker qui sont des gens simples. Maintenant, avoir un premier ministre qui habite chez eux, ça veut dire que il faut le protéger, il faut y avoir l'armée, le Shabak, etc. C'est très complexe pour eux. On ne peut pas dire non à Ben Gurion. Donc, Ben Gurion, dans sa première fois, il a démissionné de la Knesset en 1953. Quand il va démissionner de la Knesset, on lui se fait construire une baraque à Sde-Boker. Et avec Paula, vous voyez les deux sur la photo, ils viennent s'installer dans leur baraque à Sde-Boker. Et à gauche, vous voyez David Ben Gurion qui mange au réfectoire comme tout un chacun, bien qu'il ait la seule maison qui a une petite cuisine, parce que de temps en temps, Paula veut quand même lui cuisiner ses petits plats. Et Yoshua Cohen, qui est le responsable de la sécurité de Sde-Boker, se retrouve responsable de la sécurité de Ben Gurion. Alors, il raconte dans ses mémoires qu'un jour, quand ils sont en train de construire la baraque de Ben Gurion qui doit arriver bientôt, arrive un technicien avec un générateur qui doit amener l'électricité et s'occuper du générateur. Alors, Yoshua Cohen lui dit « Ok, alors branche ton générateur ». Et puis il voit que le gars cafouille, qu'il n'est pas très, très doué pour faire marcher le générateur, il lui dit « Écoute, bon, le générateur, c'est pas ton truc, qu'est-ce que tu fous là ?» Et le gars lui répond « En fait, j'étais envoyé par le Shin Bet, par les services de sécurité pour te surveiller toi. » Donc Yoshua va dire « Voilà, maintenant Ben Gurion arrive et le Shabak me surveille en tant qu'ancien ennemi de Ben Gurion. » Et Nechama lui dit « Mais tu crois que tu vas t'en sortir ?» Il dit « Mais moi, je ne pense pas que c'est Ben Gurion. Je ne pense pas que Ben Gurion soit au courant. Je pense que c'est un surcroît de zèle des gars du Shabak. Moi, j'ai confiance en Ben Gurion que c'est un gars honnête. » Et Ben Gurion arrive. Et le premier soir, quand ils viennent manger au réfectoire, ils sont donc assis au réfectoire, à la même table que Yoshua et Nechama, puisque Yoshua et Necha sont les deux hôtes de David et Paula Ben Gurion. Et Paula demande, avec un tact incroyable, demande à Ben Gurion, David, c'est le gars de l'Irgun dont tu m'as parlé? Alors Ben Gurion lui dit, mais non, je te dis qu'il n'est pas de l'Irgun, il est du Lehi. Alors Paula dit, mais les Lechis sont encore pires. Alors Ben Gurion dit, je ne fais pas un jugement de valeur, chacun a le droit de ses opinions, il est du Lehi, il n'est pas de l'Irgun. Donc Yoshua, Ben Gurion sait exactement qui est Yoshua. D'ailleurs, Nechama demande est-ce qu'il pense est-ce que son mari pense que Ben Gurion sait qu'il est le Yoshua Cohen que toute la police recherchait, et Yoshua lui dit j'en suis intimement convaincu.
mais ça ne les empêchera pas de devenir les meilleurs amis du monde. Et Yoshua deviendra le garde du corps attitré de Ben Gurion à Sde Boker. Alors, ça y aura beaucoup de problèmes parce que un jour, Ben Gurion se réveille, il a envie de travailler au semail dans les champs. Alors, du coup, il faut envoyer de la sécurité dans les champs. Euh, alors, il y a des soldats qui sont déguisés, qui se cachent. On essaie de ne pas donner à Ben Gurion l'impression qu'il est tout le temps enveloppé et surveillé. Mais tout à coup, Ben Gurion voit un avion dans le ciel, dit qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Et il s'est planté parce qu'en fait, il y a chaque matin, chaque soir, il y a un avion qui vient faire un repérage sur le terrain, voir qu'il n'y a pas d'incursion de bédouins. Je rappelle qu'à l'époque, les frontières sont pas sûres, on n'est pas loin de l'Égypte, pas loin de la Jordanie, des infiltrations de Fedayoun. Et Ben Gurion dit à Yoshua Cohen, tu parles avec l'armée de l'air qu'ils arrêtent d'envoyer cet avion. Et même les autres que je vois là qui traînent un peu, je ne veux plus les voir. Mais c'est très complexe de gérer quand même le premier ministre d'Israël qui se trouve dans le kibbutz de Sde Boker. Mais il devient très ami avec Yoshua Cohen. Voilà, vous voyez, quand Ben Gurion reçoit des dignitaires qui viennent le rencontrer à Sde Boker, à ses côtés, Yoshua Cohen, qui est le garde du corps de Ben Gurion. Alors là, c'est la photo de la baraque de Ben Gurion. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Ça se visite à Sde Boker. Aujourd'hui, Sde Boker, c'est une grande réussite. Tout ce qu'il n'y avait pas à l'époque, les arbres, la piscine, l'eau courante, l'électricité, etc. Aujourd'hui, bien sûr, et une route, il y a ça à Sde Boker. Et Ben Gurion et Yoshua Cohen font de grandes balades. Là, c'est dans l'oasis de En of Dat, où Yoshua Cohen fait visiter à David Ben Gurion. Et en fait, Yoshua Cohen, on a parlé de lui comme soldat du Lehi, on a parlé de lui comme défricheur du Negev. Quel va être son prochain défi? Va être de faire découvrir le pays d'Israël à la jeunesse et de l'enseigner. Et c'est lui qui va être parmi les fondateurs des premiers Bate Sefer Sadeh, ces écoles de la nature où les écoles vont... et il y a un accueil qui est bon marché pour les écoles, et à partir de là, on leur propose des excursions dans la région pour découvrir la région. Alors, le Bet Sefer Sadeh de Sde Boker, mais même celui de Kfar Etzion en 1967, quand après la guerre des 6 jours, on va revenir au Gush Etzion. Pour Yoshua Cohen, Gush Etzion, c'est l'emblème de l'héroïsme de 1948. Et donc, il dit, même encore avant qu'on commence à s'installer, qu'on construise le Kfar Etzion, il va convaincre Hanan Porat et d'autres membres, d'autres enfants des gens massacrés à Kfar Etzion en 1948. Il faut faire un Bet Sefer Sadeh pour enseigner la région de Yehuda, Hebron, Gush Etzion aux enfants. Et donc là, vous voyez le sigle du Bet Sefer Sadeh de Kfar Etzion. Et vous voyez Yoshua Cohen en train de guider à Matzada avec le livre de Dado. Yoshua Cohen, donc, qui va être énormément essayer de sensibiliser la jeunesse à la Gevura, à l'héroïsme des combattants de 48, qui ne commencent pas en 48, mais qui commencent à Bar Korba en passant par les combattants des ghettos. Et vous voyez ce qu'il dit ici, les combattants des ghettos ont puisé leur force morale des combattants de Masada, et nous puisons la force de ces combattants-là. Donc, il voit cette chaîne ininterrompue de combattants de bravoure, c'est pour ça que j'ai commencé avec cette lettre de Ben tout à l'heure au départ, et que c'est de ça que c'est la raison pour laquelle je fais cette conférence maintenant en plein pendant la guerre Haravot Barzel. Et en 1983, Yoshua Cohen va être invité à Yom Ha'atzmaut à allumer un flambeau au Har Herzl. On va voir ce petit extrait de petit film d'une minute. אני, יהושע בן בלומה ויעקב כהן מקיבוץ שדה בוקר, איש לוחמי חירות ישראל, מתכבד להדליק משואה זו
ליום העצמאות הל"ה של מדינת ישראל. לכבוד חברותיי וחבריי משורות לח"י. לכבוד הלוחמים לסילוק השלטון הנוכרי מארץ ישראל. לכבוד הנאחזים באדמת מולדתנו ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ולתפארת מדינת ישראל. Donc, il est reconnu, cet homme qui avait été pourchassé par la police britannique, par la police de l'État d'Israël. Et je vous ai dit que l'idée de la conférence m'est venue à la suite d'un livre qui s'appelle Ha'arnak chez Yoshua Cohen, le portefeuille de Yoshua Cohen. C'était en 2017, donc il n'y a pas très longtemps. Yoshua Cohen est décédé 30 ans plus tôt, 87, 86. Mais en 2017, son fils Rémi fait de l'ordre dans sa maison et En Absor, dans le Hotef Aza, et trouve parmi les choses qu'il a rangées le portefeuille de son père. Et dans le portefeuille, il y avait 11 papiers qui étaient des sujets que Yoshua ramenait tout le temps quand il était en train de guider. Vous voyez les personnages desquels il aimait parler, Hana Senesh, ou Eliyahu Ben Tsuri, ou David Ben Gurion, Akele, on va en parler de quelques-uns. Et donc c'est ça qui m'a donné l'idée, parce que c'est quelqu'un qui, justement, qui voulait, qui s'est occupé de bitachon, de sécurité, de défense, de guerre, qui s'est occupé de Hityashvut, s'installer dans le désert, et après s'est occupé d'éduquer la jeunesse à travers les Beth Sefer Sadeh, et pas que les jeunes. Et donc dans les ptakim, alors vous voyez à droite là maintenant un de ces petits papiers qu'il y a dans son portefeuille, c'est une lettre de Yigal Allon. Yigal Allon qui était le commandant du Palmach et après qui était diplomate, et qui expliquait qu'en diplomatie, aujourd'hui, il est diplomate sous Ben Gurion, et si demain c'est Greenbaum des sionistes généraux qui sera élu, alors il sera diplomate sous Greenbaum. Et alors le gars qui l'interviewe lui demande, et si jamais c'est Begin qui passe au pouvoir, il dit à Begin, je ne lui serai jamais loyal. Alors c'est un sujet qui peut être débattu, la loyauté par rapport à l'État d'Israël, ou est-ce qu'on est loyal à X ou à Z, mais pas à l'État. Malheureusement, encore un sujet qui est d'actualité aujourd'hui quand on entend des gens qui sont prêts à foutre en l'air l'État d'Israël parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de certains chefs du gouvernement. Une lettre de Hana Senesh, donc dans son pétec, dans son petit papier, Yoshua Cohen a recopié des poèmes de Hana Senesh, cette jeune fille qui est venue de Hongrie en Eretz Israël et qui est repartie comme parachutiste dans l'armée anglaise et qui a été abattue par les Allemands en Hongrie. Et de nouveau, la Gevura, Yoshua Cohen était très sensibilisé à la Shoah. Lui, c'est un gars qui a grandi en Eretz Israël, donc il n'a pas vraiment vécu directement la Shoah, mais il était parmi les premiers qui sont partis. En 1967, il a fait son premier voyage, avant la guerre de 6 jours, en Pologne, et il a eu une idée, il a dit il faudrait envoyer toutes les écoles en Pologne pour la faire comprendre. Bien avant qu'on commence à envisager les voyages des jeunes en Pologne qui commenceront en 1988. Mais lui, déjà en 67, il a cette idée. Et la Shoah va prendre une importance très grande dans toute sa façon d'éduquer la jeunesse, à travers la bravoure de Hana Senesh, des combattants des ghettos, etc. Et là, j'ai choisi, il y a 11 papiers dans le portefeuille de Yoshua Cohen. Au début, je voulais faire la conférence essentiellement sur le portefeuille, mais je dis, il faut d'abord présenter le personnage. Alors, je vous engage à lire le livre. J'ai choisi ce papier-là parce que c'est un papier, je pense que dans la situation actuelle, on ne peut pas faire économie de ce papier. C'est un texte de Ben Gurion qui dit « Vafal pirken yesh la min ba'am hamuflaze ». Malgré tout, il faut avoir confiance dans ce peuple incroyable. Le peuple juif, c'est un peuple incroyable. Et même si des fois, il nous déçoit un petit peu, il ne faut pas perdre notre confiance dans Am Israël. On le voit actuellement, cette mobilisation de Am Israël dans cette guerre actuelle. Et Ben Gurion qui dit il faut avoir confiance. Am Israël, c'est un grand peuple. Et Yoshua Cohen avait ce papier
de façon systématique dans son portefeuille. Je ne peux pas faire l'économie d'un dernier lettre, je ne vous la montre pas ici parce que le contenu est moins important, mais c'est une lettre qui lui est écrite par Yitzhak Ganiram, surnom Akele, qui est membre de la Marteret Yehudit. En 1983, le Shabak va démanteler une organisation juive qui s'attaque aux dirigeants arabes de Judée-Samarie. C'est l'époque où il y a énormément d'attentats et la situation est très complexe en Juda et Shamrot. Et il y a une organisation qui va faire sauter des voitures de plusieurs maires arabes, qui va piéger des autobus, qui va attaquer des étudiants arabes. Le Shabak va démanteler le réseau. L'idée principale de ce qu'on appelait la Marteret Yehudit avait été de faire sauter le dôme doré sur le mont du Temple. Et Yoshua Cohen était très proche de ces gens de la Marteret parce que, en fait, beaucoup des gens de la Marteret étaient des enfants d'anciens du Lehi. Donc, il avait un lien de sang ou d'amitié avec les gens de la Marteret. Il est allé leur rendre visite à la police quand ils étaient arrêtés au procès, après quand ils étaient en prison. Et là, vous voyez Yehuda Etzion qui a écrit le livre, Barnakosh et Yoshua, qui a été un des personnages arrêtés par la police dans le cadre de la Marteret en 1980, Marteret à Yehudit, qui écrit la chose suivante. On était jeunes, on était en colère, on est revenu en Israël après 2000 ans de galout, on rêve, peut-être que Dieu revienne à Tzion, reconstruire le Beth Amikdash, et qu'est-ce qui se passe? Ben, en 67, à la guerre des 6 jours, on est revenu, et puis on est allé au Kotel, on a tout oublié. Et alors, il faut remettre le Lehi en route. Et dans le Lehi, il y avait un certain nombre d'articles de foi du Lehi qui avaient été rédigés par Avraham Stern Yair. Et si vous regardez les articles de foi du Lehi, le dernier, Habayit, Binyan Habayit Ashlishi, Kesemel, le Torah Geoula Ashlema, il faut reconstruire le temple comme symbole de la Geoula entière. Donc, ces gens-là se voient comme la suite du Lehi. Yoshua Cohen est très proche d'eux, mais très fâché contre eux en disant c'est pas la même chose. Quand on était au Lehi, c'était des Anglais. Maintenant, il y a un État d'Israël. On ne peut pas, dans le cas d'un État indépendant, se conduire comme si c'était les Anglais qui sont là. Donc, il avait aussi cette lettre de Hakele dans le portefeuille, quelque chose qui lui posait sur le cœur les dernières années de sa vie, la Marteret Yehudit. Et je termine par deux images qui étaient accrochées au mur de sa chambre au kibbutz de Sde-Boker, puisque lui et Necha ont habité Sde-Boker jusqu'à leur dernier jour. À droite, vous voyez le dernier haut-commissaire anglais, le général Alan Cunningham, qui quitte le port de Haïfa et qui salue les couleurs anglaises, le drapeau qui est amené à Haïfa. Mais Yoshua Cohen a mis une légende de sa main. Général Cunningham, Hanatzig Abriti Acharon, Matzdial Eretz Israël. Le dernier général anglais salue la terre d'Eretz Israël. Et à côté, l'empereur Adrien, un buste de l'empereur Adrien qui a détruit la dernière armée juive, l'armée de Bar Kokhba. Et pour lui, c'était Adrien commence l'exil d'Israël. En fait, il commence pas l'exil, mais la fin de l'indépendance juive. C'est la dernière fois qu'on a été indépendant. Et les Anglais, la fin de la présence anglaise, c'est le début de la nouvelle indépendance. Donc, c'était deux symboles très forts qui ornaient les murs de sa maison à Jérusalem. Voilà. J'ai encore quelques diaporamas, continue un peu, mais ça fait déjà 1 heure et quelques, donc on va arrêter là. Et je vais rouvrir le micro. Si quelqu'un veut réagir. Voilà, ceux qui veulent ouvrir des micros, vous pouvez le faire maintenant. Magnifique, merci beaucoup. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Toda Rabba. Vakasha. J'en ai parlé, j'avais fait dans les balades que je fais, j'avais fait une balade à Katamon, on avait fait sur l'histoire justement du Lehi et de l'attentat contre Bernadotte, donc on avait parlé de ça et de Yoshua Cohen dans le cadre de cette balade. On a l'occasion de nous reparler, mais je pense que c'est un personnage qui a été un peu oublié dans l'histoire d'Israël et qui a un destin incroyable.
et de sa femme et de son fils. Les trois sont des personnages, chacun dans son genre. Il y a aussi une fille, mais la fille, il y a moins écrit sur elle. Ok, Autre question? Bon, ben, Toda Rabba, Ariel, merci beaucoup. Vakasha, Erev Tov, et puis Merci beaucoup, Ariel. Yehuda, Odile vous a fait partie qu'ils sont en train d'organiser un Shabbat Agadol. Alors suivez les nouvelles qui seront publiées très prochainement. J'étais un petit peu malade, alors j'avais interrompu, là j'ai annulé les 2 dernières balades qu'on devait faire ensemble cette semaine, la semaine passée. Bezrat Hashem, très prochainement, on va les reprendre. Alors suivez aussi les annonces sur le groupe Les Balades d'Ariel. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup.